Donc j'ai utilisé du tube 25 CD4S issu de l'aéronautique. C'est un tube léger, très résistant. Et pour obtenir un ensemble cohérent, j'ai choisi la brasure et on a essayé de faire des soudures vraiment très... Non, j'y arrive pas. Que ça puisse être aussi difficile pour moi d'en reparler, quoi. Parce qu'en plus, je veux dire, t'as passé des années où t'as constamment parlé aux journalistes, où t'es passé à la télé, où t'as... Ouais, mais bien entendu, je pouvais pas aller pisser à un certain moment sans qu'il y ait une radio. J'ai voulu tourner la page de cette aventure, c'est ce que j'ai fait en faisant le chemin. Et là maintenant, tu vois, je replonge dans ces moments et j'ai vraiment du mal, quoi. À l'adolescence, je voulais vivre de mes passions, la moto, la guitare. Et pourquoi la moto? Je ne sais pas trop. Je voulais en fait être pilote et non pas constructeur. Je n'avais absolument pas imaginé devenir constructeur de moto un jour. Mais à force de transformer mes machines de course, et puis avec quelques résultats, j'ai commencé à 24 ans, j'ai créé un atelier et j'ai commencé à réaliser des châssis. Évidemment, je trouvais ça un peu prétentieux pour moi de mettre mon nom sur une de mes réalisations. Et puis finalement, c'était pas une si mauvaise idée parce que dans les galères les plus noires où j'ai pensé renoncer, eh bien, l'honneur de la famille était un peu en jeu. Ça m'a permis de persévérer et puis de rebondir. Les premiers clients qui t'achètent des motos participent à des courses régionales et ça commence à avoir un certain retentissement même jusqu'au niveau national puisque les journaux tels que Moto Verte par exemple s'intéressent à tes productions. Donc un journaliste, Philippe Orville je crois, descend te voir à Thouars dans ton village. Alors Philippe Orville est descendu effectivement de Paris pour essayer mon dernier proto, un superbe article plein de passion. Et le téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant 15 jours. C'est-à-dire que j'ai décroché le téléphone, j'avais quelqu'un au bout avant même que ça sonne, et ça a été la valse des bons de commande. J'ai vendu 15 machines en 15 jours en fait, j'en vendais une tous les jours, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à y croire. Grégoire était 9e, pour moi ça tenait déjà du miracle, parce que cette moto avait fait le championnat de France d'enduro. Il avait décidé de partir au Dakar avec et il a installé un gros réservoir, on a fait un bras de suspension renforcé et sincèrement je ne m'attendais pas à le voir même à l'arrivée du Dakar. Et puis un de mes clients, un autre client, ambassadeur de la marque, comme je les appelle, Gilles Ben Simon, ex-mari d'Ellie Macpherson, qui m'achetait des motos tous les ans. Et qui voulait toujours la plus belle. C'est lui qui a fait, je crois, les photos de la campagne de François Mitterrand de 1980. Je crois, oui, avec ces gars-là. Et donc, Gilles est emballé par la moto et il voulait que j'aille à Dakar pour aller sur le terrain et voir un petit peu comment ça se passe avec l'idée de repartir l'année suivante. Et donc, quand je suis parti pour Dakar, Grégoire était 9e, ce qui me paraissait déjà extraordinaire, le fait qu'il soit dans les 10 premiers. Et quand je suis arrivé à Dakar et que je suis allé voir les résultats, il était remonté à la 3e place, derrière les deux Honda d'usine, devant Yamaha, devant BMW. Et voilà, c'est pour moi un moment très fort. Je l'ai accueilli sur la plage et était sur le podium du Paris-Dakar, avec toute assistance son sac à dos. Voilà, donc c'est... Ce qui est tout de même vraiment fantastique, je veux dire, c'est que quelqu'un comme Gilles Ben Simon, qui est un client qui t'achète déjà les motos avec tout ce qu'il y avait de mieux, toutes les options les plus chères, en plus te paye le billet pour aller voir arriver tes machines en te disant va donc voir ce qui se passe sur le terrain, ça te permettra de les améliorer aussi, car toi évidemment à l'époque tu n'avais pas les moyens de te payer le billet d'avion, tu essayais déjà de faire vivre ta structure et tu n'avais pas les moyens de te payer le billet d'avion. Non, la première année j'ai fait à peu près autant de chiffre d'affaires que j'ai payé de factures. Et donc pour moi aller à Dakar ça me paraissait évidemment un voyage impossible. Il m'est arrivé beaucoup de belles choses comme ça ressemblait un petit peu à un conte de fées à un certain moment. Bon, on va s'arrêter là, ça me plaît pas trop ce que je dis là. Le fait d'avoir construit ma monture et puis
pour aller guerroyer au fond, parce que finalement en face de moi j'ai rencontré le grand géant japonais, monstrueux, le dragon, et c'est vrai que les idées chevaleresques ça a toujours été un petit peu ancré dans mon esprit. Rotax avait des accords d'exclusivité avec KTM, qui est un gros constructeur européen. J'y suis allé pourtant, j'ai été bien accueilli et puis j'ai réussi à convaincre, à condition que je termine devant KTM au Paris-Dakar, ce qui leur permettait de trouver des arguments pour faire changer KTM d'avis. Et puis nos motos ont terminé devant KTM et à partir de ce moment-là on a pu avoir des moteurs. Il faut dire aussi qu'on voulait répondre à un appel d'offres de l'armée. Donc Rotax avait dans sa gamme un moteur de 350 et bien évidemment j'ai mis en avant ce genre d'argument. Alors voilà, donc à partir de ce moment-là, on a pu monter une moto complète avec un excellent moteur. Et puis l'aventure a continué. Je suis devenu constructeur à part entière, la marque a été déposée et voilà, en attendant de pouvoir fabriquer un moteur français plus tard. Moi, mon idée, c'était de prendre un moteur Rotax et puis faire des préparations spécifiques. Ils étaient prêts à me faire des carters, etc., avec le nom marqué dessus. Et puis, peu à peu, j'envisageais de faire réaliser un moteur, si possible en France, parce qu'il y a des constructeurs automobiles, enfin, il y a des sous-traitants de l'automobile qui étaient tout à fait en mesure de fabriquer les pièces pour réaliser un moteur. Vauxhall l'a fait beaucoup plus tard, avec des moyens beaucoup plus importants. Le Dakar était pour nous l'apogée pour un motard. Et donc il fallait que ce soit avec Barrigo parce que c'était vraiment la moto qui était accessible pour un pilote privé et surtout la moto qui permettait de faire un résultat. Tu as démontré effectivement tes qualités à toi de pilote et les qualités également du matériel, puisque au Dakar 83, donc, tu gagnes le classement marathon. Je gagnais le classement marathon. Bon, disons, il y a eu la casse de Grégoire Verreg qui m'a mis en position de force au classement marathon. Je finis 12e, donc avec quelques petits regrets parce que bon, on a eu quelques pénalités, mais bon, qui faisaient partie d'une première course. Je pense que c'était quand même un résultat tout à fait appréciable. Mais encore une fois, c'est grâce à la moto qu'on a pu obtenir de tels résultats, puisqu'on n'a décelé aucune panne. Le matériel en lui-même était vraiment fabuleux. J'ai toujours la moto du Dakar, j'en ai 2 autres, donc des Barrigo, et fier de les avoir, même si je ne roule plus ce jour, mais bon, toujours content d'avoir ces objets qui sont magnifiques et dont il est hors de question de se séparer. C'est impossible pour moi de me séparer de ces motos. Je crois que j'ai mis beaucoup de cœur dans cette histoire, personne ne peut le nier. J'ai passé quelques nuits blanches. Et tu penses que les clients ressentaient tout le... Je crois. Il y a plus que de simples bouts de tubes soudés. Je pense. J'ai mis beaucoup de cœur dans toutes ces réalisations. J'ai essayé d'utiliser les meilleurs matériaux. J'ai pris des risques aussi techniquement, puisqu'on a essayé des solutions technologiques assez inédites, avec un certain succès. La presse s'est fait l'écho de tout ça. Moi, je pense qu'à un certain moment, il y a eu une dynamique très forte que je ne saurais pas expliquer. Peut-être parce qu'effectivement, j'ai mis beaucoup de cœur dans cette histoire. Grégoire Verrag, 3e l'année dernière Paris-Dakar. Oui. Alors faire mieux, ça signifie être premier ou 2e. Oui, en effet. Est-ce que ça risque d'être dur? Bien sûr, oui, parce qu'il y a beaucoup de bons pilotes. Et en fait, il faut énormément de chance. Suite à son résultat de 1982 sur une Barrigo à moteur Honda, l'usine japonaise lui a proposé un guidon officiel pour 1983. Mais il a refusé, estimant qu'il était plus redevable à Barrigo qu'à Honda. À un moment, il t'arrive des choses un peu miraculeuses, donc tu es porté par une vague, et puis bon, un jour l'énergie, les batteries sont à plat. Voilà. Ce qui est compréhensible. Voilà.
c'est difficile, très difficile. La CEITA, qui est une société nationalisée, soutenait à l'époque les Yamaha, c'est-à-dire donnait pas mal d'argent pour qu'il y ait écrit gauloise sur les Yamaha officiels. On pourrait penser quand même que cette société française aurait pu soutenir un constructeur comme Barrigo qui avait fait ses preuves dans le Dakar 82 et qui aurait donc pu porter ses couleurs efficacement au niveau mondial. J'ai sollicité beaucoup de sponsors, dont la CEITA, mais en fait j'ai jamais eu de très gros moyens, mis à part quelques sponsors locaux, pour pouvoir participer et espérer une place sur le podium, parce que les usines désormais mettaient des moyens énormes pour gagner le Paris-Dakar. Avec le recul, je ne regrette pas de n'avoir pas fait de publicité à un cigarettier. Donc, au fond, tout est bien. Pour les fins désert, par exemple, ça a été la dernière semaine à l'atelier avec le sac de couchage. Je ne suis pas rentré à la maison de la semaine. Donc, je prenais quelques heures de sommeil, j'allongeais le duvet sur la moquette de mon bureau pour me reposer, mais c'était une semaine complète à l'atelier. Mais les salariés participaient également je n'étais plus, à un certain moment, il y avait une telle pression que j'étais entouré non plus de gens ordinaires, mais de gens extraordinaires, parce que tout le monde se mobilisait pour que les motos soient prêtes pour le contrôle technique, et parfois la peinture finissait de sécher dans le camion, on mettait le chauffage pour aller au contrôle technique. Évidemment, tout ça, ça paraît pas sérieux quand on voit les usines qui vont faire des tests en Tunisie 2 mois avant le rallye. Cependant, les motos, tout au moins les F1, une des 2 motos est allée à l'arrivée. L'autre pilote est tombé. Okay. Pas moins de 20 innovations technologiques sont apparues sur ces dernières productions. Des solutions qui n'ont pas manqué d'être imitées par les Japonais eux-mêmes. Au Paris-Dakar, pas le dernier mais l'autre, nous avons testé une machine complètement nouvelle avec des solutions techniques tout à fait nouvelles. Et cette moto a été énormément photographiée. Je pensais retrouver ces photos dans la presse spécialisée et j'ai eu la surprise de voir la nouvelle machine japonaise qui a gagné le dernier Paris-Dakar s'inspirer de nombreuses solutions techniques de cette machine. Alors après cette phase artisanale où tu construis des motos dans un atelier, où tu soudes à la main tes cadres, etc., la notoriété grandissante que tu as acquise dans les classements marathons du Dakar, tu veux passer à une phase d'industrialisation, mais tu as besoin d'un partenaire. Alors comme je ne trouvais pas de partenaire financier, on me disait toujours il faut trouver un partenaire industriel qui ait une solidité et qui soit crédible. Et donc, je me suis tourné vers Sicardi, qui était un gros industriel sous-traitant de l'automobile, qui avait déjà eu un projet moto par le passé. Donc, je pensais avoir affaire à quelqu'un avec qui je pouvais parler. Et puis, le ACS, ouais, c'est ça. Sicardi, une 3 cylindres. Voilà. Et on a décidé donc, pour la pérenniser de la marque, de faire une moto militaire. Il y a un moteur 350 armé dans la gamme Rotax. Et donc on a réalisé une moto militaire. Enfin, la moto s'est très bien comportée dans les tests, hein, et malgré tout on n'a pas été retenu. Effectivement, les soldats ont cassé absolument toutes les motos concurrentes, non seulement cassé mais carrément explosé des châssis coupés parce qu'ils faisaient les tests sur des pistes de chars. Seuls les Barrigo ont résisté à tous les tests des soldats, bon, ce qui est aussi logique puisqu'elles avaient résisté au Dakar, donc elles ont résisté aussi aux tests des soldats. Et en plus, elles étaient équipées donc du moteur des motos qui équipaient l'OTAN, le moteur qui a été choisi par l'OTAN. Donc je veux dire, il y avait effectivement des motos là en béton, mais malheureusement, ça n'a pas été le choix de l'armée. Non, ça a perturbé les décideurs puisque la décision a été, la date de prise de décision a été retardée. Au bout du compte, c'est Peugeot qui a été retenu parce que je pense que Peugeot
avait la structure industrielle, une structure industrielle plus importante que la nôtre. Mais au deuxième appel d'offres Cagiva, Ce marché aurait pu vous mettre le pied à l'étrier, donc tu étais associé avec Sicardi. c'était le but. Ça pouvait vous permettre de développer une gamme de motos justement. C'était le but et on l'a fait faisant à d'ailleurs. fond. On extrapolait une gamme à partir de ce modèle qu'on avait commencé à industrialiser, qui aurait permis encore de baisser les coûts de cette moto militaire. Donc on s'était vraiment préparé avec l'espoir d'avoir le marché, puisque la décision était retardée. Donc nous, de notre côté, on s'est préparé avec non seulement ce modèle, mais une gamme de plusieurs modèles extrapolés sur les mêmes bases. Et puis bon, la décision est tombée quelques mois plus tard et on n'a pas eu le marché. Donc ça a compromis un petit peu notre programme et notre projet avec les ateliers Sicardi. Le déficit insupportable de notre commerce extérieur et l'endettement qui en découle. Et je vous pose à nouveau la question, sans vous, que pouvons-nous faire? Car votre rôle est décisif. Partout où l'on fabrique, et partout où l'on crée, partout où l'on achète, partout où l'on échange, dans votre manière de vivre, de consommer et même de voyager, vous devez préférer à qualité égale les productions françaises. Nos impôts n'auraient-ils pas été mieux utilisés pour aider une entreprise française à se développer et se pérenniser plutôt que d'acheter des Cagiva italiennes? Le contribuable, éventuellement chômeur, aurait pu trouver du travail chez Barrigo Sicardi pour fabriquer la moto de l'armée. Les Japonais, les Italiens, les Allemands, etc. continuent de nous vendre leurs motos, tandis que nous ne sommes même pas capables de soutenir nos propres productions, qui pourtant gagnent les tests et s'illustrent en compétition. Quel gâchis! La magie noire a vraiment déclenché une vague d'enthousiasme dans le monde entier, puisque Alan Cathcart, le journaliste anglais, t'avait même écrit une lettre où il encensait ce modèle, où il te disait que lui-même avait reçu beaucoup de coups de téléphone où on lui demandait quel était le constructeur de cette moto, quand il en avait parlé dans les journaux du monde entier. Cette fameuse magie noire, c'était une extrapolation des bases, des travaux là, de la moto militaire, où on essayait, notre objectif c'était de faire un peu une plateforme comme ça se fait en automobile, avec une base standardisée et 5 modèles allant du tout-terrain à la route sur la même base, qui permettait d'avoir une gamme complète avec un minimum de composants. Et ça s'est avéré un bon choix, mais malgré tout, on n'a pas été suivi. Il est clair que si le marché militaire avait été là, les financiers auraient été rassurés, mais ça n'a pas été le cas. Donc tout ce qu'on a préparé n'a pas pu voir le jour, au fond, ou en très petite quantité. Chez Barrigo, on est passé maître dans l'art de dire à nos clients qu'on ne pourrait pas leur livrer la moto qu'ils désirent ardemment. Le retentissement de la magie noire suite à sa présentation au salon en 86 a été tellement important même que tu as été contacté par la chambre de commerce du Texas, je crois. J'ai rencontré un responsable de la chambre de commerce de Detroit aux États-Unis avec un milliardaire texan qui était prêt à me faciliter les choses pour aller m'installer là-bas. Et puis j'étais dans ma marge de moto, Made in France, à fond, et donc j'ai pas accepté l'offre. Donc tu aurais pu, on t'a proposé donc en gros de te faire une usine clé en main pour faire tes motos aux États-Unis. Bah, une usine clé en main, je sais pas, mais je pense qu'ils étaient très bien disposés à mon égard. Et je pense que si j'étais allé là-bas, les choses auraient probablement été plus faciles. Et est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes d'avoir refusé cette offre ? Je ne sais pas si je peux dire que je regrette. Je crois que j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de mes convictions. Et construire une moto française aux États-Unis, c'était pas mon rêve, quoi. Tu penses que c'est très important d'aller au bout de ses convictions et d'essayer de rester cohérent par rapport à ses idées? Autant que possible, mais c'est jamais facile, parce qu'on est quelque part obligé de faire des compromis pour pas que la marque disparaisse, et c'est pas toujours facile. C'est ces compromis qui finalement font mal quelque part, mais bon, c'est aussi la vie qui oblige à faire des choses qu'on ne veut pas forcément faire, et on perd un peu de cohérence par rapport à ses idées.
Je crois, oui. Je crois que, d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'un jour on abandonne, c'est parce qu'on est obligé de s'éloigner de ses convictions et on perd la foi, quoi. Un autre nom illustre de la moto française refusa lui aussi de s'expatrier. Norton fit donc des propositions à Jean Nougier qui les jugea sérieuses. Mais le sorcier de Saint-Andiol ne voulut ni s'expatrier, ni voir sa 4 cylindres rebaptisée Norton. Il resta dans sa Provence ensoleillée, conserva la 500. Puis on ramait tous dans le même sens. Donc le bateau avançait bien, on y passait énormément de temps, mais quel bonheur de passer des nuits et puis de voir que les autres attendent le produit pour pouvoir le remonter le lendemain matin pour aller aux vérifications du Dakar, c'était quelque chose. Ouais, parce que les motos, je crois, la peinture des motos finissait de sécher dans le camion en partant au contrôle technique du Dakar. La dernière F1, ça a été pire que ça. Je crois qu'ils m'ont donné 1 heure pour peindre. C'est de la faute du peintre si on n'était pas prêt. C'est toujours lui qui intervient le dernier. T'avais pris un mec qui avançait pas. Quand tu sais qu'il fallait passer sous après le polyester, parce qu'il fallait attendre à sécher, lui poncer, le peindre, faire la déco, vernir. Et puis en 1 heure. Et après, tu suivais les motos, en fait, les motos sur lesquelles tu avais travaillé, tu les suivais à la télé, donc je pense que ça faisait aussi partie du jeu. C'était quelque derrière. chose, j'avais les infos, tout le monde me tenait informé, tu as vu. Et puis c'est bien, en plus, je vais dire, les fêtes, si modestes soient-elles, mais avec tous les pilotes qui remerciaient Patrick, qui était le dieu de la moto. J'ai toujours eu de la peine à peindre des brasures aussi belles. Tout le monde était admiratif sur ces soudures, où toutes les soudures étaient faites, les gars, que ce soit Eric Francal et tout, toutes les soudures étaient faites en apnée. Ils ne respiraient pas pour être sûrs de faire le cordon de soudure parfait, hein, c'est tout. Et puis, il n'y avait pas, sur des cordons, moi je l'ai aidé, hein, sur les... Patrick, personnellement, sur les bras à lui et tout, un cordon de soudure comme ça, il ne respirait pas tant qu'il n'avait pas fini son truc. À la fin, il soufflait, il aspirait, c'est un truc de fou. Mais il n'y a que des passionnés pour faire ces choses-là. Ce n'est pas un industriel qui peut le faire. Et le problème à Patrick, il n'a jamais été gestionnaire, c'est un artiste. J'ai eu une longue discussion avec le fondateur, je crois le créateur de l'Aventurie. On trouve rarement à qui parler, parce qu'on ne trouve pas forcément des gens qui comprennent ce qu'est notre démarche. Et là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une conversation vraiment très très enrichissante et qui m'arrêtait toutes les 30 secondes en me disant « c'est curieux, j'ai l'impression d'entendre raconter mon histoire ». Donc tout au long de la conversation, il m'arrêtait et me disait « c'est curieux, j'ai l'impression d'entendre raconter mon histoire ». Donc je pense que fonder une marque automobile comme Venturi ou une marque de moto comme Barigo, c'est rassurant et déconcertant à la fois de voir que c'est la même énergie, c'est les mêmes problèmes, c'est les... Les produits peuvent être différents, mais en fait, tu affrontes toujours les mêmes problèmes. Voilà, c'est ça. Et Swatch avait eu cette démarche avec sa montre et il prétendait faire fonctionner une montre avec 40% de composants en moins. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la même démarche sur une moto. Et avec un concept de pièces multifonctions, certaines pièces avaient 2 ou 3 fonctions. Le réservoir par exemple était en position centrale, on étassait dessus, il remplaçait les tubes du châssis. Le sabot moteur qui servait pour le support, fermer le cadre et au repose-pied. Le couvercle de selle aussi qui servait à la fois de champ de tranquillisation d'air. Donc on a réussi et un châssis aluminium. Un amortisseur placé simplement en attaque directe, sans système de biellette, ce qui faisait 27 références en moins par rapport à notre modèle précédent. Finalement, ça a bien fonctionné puisqu'on arrivait à faire une moto qui a été testée en course, qui pesait 106 kg et qui, ma foi, fonctionnait très bien. Dans ta recherche toujours constante de financement et de trouver toujours des solutions pour faire rebondir ta marque, parce que ça a été ça aussi, c'était qu'il a fallu constamment que tu te battes pour rebondir. Tu avais alerté à un moment donné les pouvoirs publics sur ton cas, je crois, à l'époque où Édith Cresson était Premier ministre et où elle s'était rendue célèbre par une phrase où elle avait parlé des Japonais en les traitant de fourmis japonaises. Effectivement, et comme je l'avais rencontré déjà, puisque j'avais été invité une fois à une manifestation comme officiel, j'avais eu l'occasion de la rencontrer et
j'ai envoyé un courrier à Madame Edith Cresson, comme on envoie une bouteille à la mer. J'étais un peu excédé de concevoir des modèles et de ne pas pouvoir les produire alors que j'avais des commandes. Et donc, voilà, j'ai envoyé une lettre sans accuser, mais en posant des questions et en énumérant des faits, entre autres les motos japonaises sponsorisées par des entreprises françaises nationalisées, les motos militaires, et j'ai fait une lettre de 2 pages où j'expliquais ce qui se passait en réalité, et nos travaux et nos difficultés. Et donc j'ai été très, très rapidement reçu à Matignon. J'y suis allé avec un de mes amis conseillers et puis une troisième personne qui était prêt à être partie prenante dans la nouvelle société. Et là-bas, on m'a dit qu'il fallait qu'on allait mettre nos efforts en commun pour trouver un partenaire industriel. Ils t'ont trouvé donc effectivement en Perrotin Automation, ce partenaire industriel, c'est un sous-traitant de l'automobile sur La Rochelle? Sur La Rochelle, qui s'était manifesté et qui a cru d'autant plus au projet que le ministère de l'Industrie, qui était présent à Matignon, voulait apporter son concours. Cette nouvelle association avec un partenaire a débouché sur une nouvelle série de motos, je crois. Alors, on est revenu à nos anciennes recettes, où on a fait on a repris la fabrication de nos châssis avec des pièces taillées dans la masse, et on est reparti du projet S92, donc moto simplifiée, et on a monté le dernier moteur que notre motoriste nous proposait. Malheureusement, on a fait un choix peut-être un petit peu ambitieux parce que ce moteur était beaucoup plus complexe, avec double carburateur, double arbre-à-cam en tête, triple allumage, 2 échappements. D'un côté, on a supprimé des composants, on a mis le réservoir à la place aussi à la place du filtre à air. On a gardé l'idée de base, mais on s'est retrouvé avec des composants en plus de par la sophistication du moteur. D'un autre côté, c'était un choix aussi, on avait une des machines les plus puissantes du marché. Ouais, effectivement, avec, parce que ce moteur était le monocylindre à l'époque, le plus puissant du marché. Avec 61 chevaux. Ouais. Donc chez Perrotin Automation, je crois que vous avez été contacté par Jean-Claude Olivier, qui était donc patron de Yamaha, le patron de Yamaha France, pour faire les châssis des motos du Dakar, des motos officielles Yamaha. Oui, nous avons réalisé les châssis qui ont gagné 4 Paris-Dakar avec Stéphane Peter-Hansel et Eddie Orioli en 95, 96, 97, 98. Alors que je comprenne bien, les motos Yamaha officielles, sur lesquelles il y avait marqué en gros Yamaha, qui ont été vues à travers le monde entier, ces motos-là avaient des châssis fabriqués à La Rochelle par Patrick Barigaud. Patrick Barigaud et son équipe. Au départ, faire des châssis pour Yamaha, c'était pas mon leitmotiv. Non, je pensais plutôt les empêcher de gagner. Mais plutôt à finir devant eux pendant les finir devant eux, oui. Mais quelque part, j'étais un peu honoré que ce soit mes concurrents qui viennent me faire confiance. Dans les larmes de Peter Hansel sur le podium du Dakar 1998, il y a un peu celle de Patrick Barigaud, des gouttes de peinture pas sèche de Jackie Croiset, de la sueur du marathonien Guy Dreyfus et de tous ceux qui ont aidé à porter la marque au rang de mythe. Donc tu as démarré en fait en utilisant des moteurs 4 temps, ce qui était à l'époque, fin 70, à la fin des années 70, c'était pas du tout dans l'air du temps, puisque les gens roulaient en 2 temps, qui est beaucoup plus polluant que le moteur 4 temps. Et en fait, chez Perrotin Automation, tu as toujours gardé tout au long des productions cette espèce d'idée quand même écologique, cette espèce d'idée de faible impact quand même le plus possible sur le monde qui nous entoure. Et vous avez fait des scooters électriques. Alors, ma prise de conscience, alors d'une part, j'ai trouvé que les courses de désert, ça commençait à devenir un peu futile. Un jour, j'étais sur le périphérique à Paris, dans les bouchons, par une chaleur intenable, avec du mal à respirer, et tout le monde avait l'air de trouver ça normal autour de moi. Et moi, je me disais, comment en est-on arrivé là, quoi. Et je me suis dit, ce savoir-faire, il faut que je l'utilise pour faire des véhicules propres. Si on peut considérer qu'un véhicule est totalement propre, ou tout au moins on peut commencer à y travailler. Et quand l'opportunité s'est présentée au début des années 90 à La Rochelle, de fabriquer des scooters électriques, j'ai trouvé ça passionnant.
Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, puisque j'ai participé aux études qu'ont fait les grands constructeurs, y compris Renault, Peugeot en automobile, j'ai découvert que les gens qui pilotaient les voitures électriques avaient une attitude zen, qui allait parfaitement avec mon état d'esprit. Donc pouvoir faire un véhicule propre, finalement être le changement qu'on veut voir dans le monde, comme le dit si bien Gandhi, ça me convenait. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ferai des véhicules propres ou rien. Et donc tu as fait, je crois, alors le Loustic, un 3 roues pour alors Galopin, le scooter électrique donc qui a équipé entre autres quelques policiers à La Rochelle. C'était les balbutiements. En 94, je veux dire. Voilà. Donc il y a 16 ans. Voilà, c'est un scooter électrique qui était sur le marché français avec le Peugeot, je crois en même temps que le Peugeot, oui. Les deux premiers, je pense, scooters électriques sur le marché français, homologué, on pouvait l'acheter. Et puis, donc après ma séparation avec Perrotin, qui a sonné le glas de la marque Barigo en 96, j'ai voulu continuer à développer des concepts, mais éventuellement en restant dans l'anonymat. Et j'ai mis au point un concept de pack batterie interchangeable, parce que c'est vrai que l'autonomie, ça faisait un petit peu peur aux gens, bien que pour un scooter, 40 km, ça me semblait suffisant. La moyenne d'utilisation, c'est de l'ordre de 29 km, donc ça me paraissait suffisant. Mais j'ai quand même j'ai travaillé sur un système de pack batterie interchangeable. J'ai développé un projet qui a intéressé un industriel de Loudun, l'entreprise Carré Galopin, qui m'a donc racheté le concept et qui m'a demandé de le développer. Et cet engin est toujours fabriqué depuis 1997, je crois. Et j'ai vu dernièrement qu'il commençait à équiper la police espagnole. Donc, et il a même été utilisé, je crois, par des journalistes. Par France Télévisions. Lors des championnats du monde à Séville, les meetings d'athlétisme. Voilà, les championnats du monde d'athlétisme. Parallèlement, il y avait aussi un projet de 2 roues électriques, dans le même esprit que S92, c'est-à-dire on diminue les composants au maximum. On essaye de faire un engin très très simple. D'ailleurs, le nom de code du projet, c'était USV, Ultra Simple Véhicule. Et puis, j'ai pris mon bâton de pèlerin, une fois de plus, pour aller trouver des partenaires pour ces projets-là. Est-ce que c'était un peu trop en avance? C'est au début des années 2000. Toujours est-il que j'ai fini par m'épuiser, monter des dossiers, faire des tours de table, et je crois qu'au bout du chemin, j'ai fini par perdre la foi. Avec les réalités industrielles, la mondialisation, le sentiment que finalement je me battais seul. Je ne dirais pas que j'ai sombré dans le désespoir, mais j'ai passé des moments très très difficiles. Et puis je me suis retiré et j'ai pris le chemin de Compostelle. J'ai fait 1550 km à pied. Ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. À l'issue de cette démarche psychologique, mentale, quel regard jettes-tu aujourd'hui sur toutes ces années? Je pense que ça reste une belle aventure humaine qui m'a permis de faire de belles rencontres. Je suis issu d'un tout petit village, d'un milieu ouvrier, des gens simples. J'ai commencé d'un atelier de 54 mètres carrés, comme Harley Davidson, ou comme Monsieur Honda aussi, qui a commencé en sans garage. Non, ça ne s'est pas terminé comme Harley Davidson. J'ai donné tout ce que je pouvais, je pense. J'aurais effectivement aimé avoir un peu plus de soutien dans mon pays, mais au bout du compte, je crois que je jette la pierre à personne, parce que il faut pas oublier de se remettre en question. Et tu penses que, en fait, la responsabilité de l'échec, sans chercher de responsable de l'échec de Barigo, mais tu penses que tu assumes entièrement ce qui s'est passé, quoi. Oui, je crois que j'assume entièrement, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse grandir autrement. La rancœur, il y a toujours un moment où, quand on est au bord du désespoir, qu'il faut tout abandonner, parce qu'on n'a plus la force d'avancer, on a envie de jeter l'anathème sur tout le monde. Et puis après sur soi, et ce qui n'est pas forcément une très très bonne chose non plus, parce que c'est lourd, très très lourd à porter. Et au bout du compte, bien sûr qu'il faut assumer.
bien sûr qu'il faut assumer. Et c'est une belle aventure qui n'est pas terminée, hein. Je suis encore bien vivant. Je suis encore bien vivant. On te retrouvera peut-être sur le bord du chemin de Compostelle dans un gîte. C'est pas impossible, j'y pense sérieusement. Et peut-être que vous verrez tourner autour quelques scooters électriques, prototypes de ma fabrication.